Et voilà mon livre, Créez votre peinture végétale avec 110 plantes et matériaux de récup. Donc un guide pour vous aider à faire vos peintures végétales très simplement, avec un calendrier des plantes, des saisons, des recettes médiévales, etc. Donc on va regarder un peu, là vous avez donc tous les noms latins des plantes, leur page. Vous voyez toutes les couleurs qu'on peut faire avec la peinture végétale. Alors, je vais vous montrer le début. Donc là, vous avez les techniques d'extraction pour faire vos peintures. Broyage au pilon, ce qu'on va voir avec le coquelicot que j'ai ramené aujourd'hui. La macération, donc c'est laisser les plantes longuement dans l'eau. Et la méthode la plus commune, c'est la décoction. Donc c'est le fait de faire bouillir les plantes et d'extraire les pigments ainsi. Voilà. Alors je vais vous montrer différentes techniques médiévales que j'ai amenées devant vous. Voilà, alors ici c'est la partie de recettes médiévales. Ici vous avez l'encre gallique. Donc l'encre gallique c'est une encre qui se fait depuis le Moyen-Âge, enfin depuis les Égyptiens même. On retrouve, voilà, c'est ici. Donc ça, ce que vous voyez, c'est des gales de chêne. C'est des petits insectes qui s'appellent les cynipes qui piquent la feuille du chêne et qui vont faire leurs larves à l'intérieur du cocon. Et donc ça va créer une boule qui est 80% de tanin. Et c'est avec ça qu'on crée du coup les encres noires, et lesquelles on a utilisé jusqu'à 1900 en fait. Jusqu'à l'industrialisation, ce n'était que ceci. Donc les gales de chêne. Donc pour créer une encre gallique, il faut broyer cette gale qui est très riche en pigments, en tanin, et le mélanger avec du sulfate de fer. Donc ça c'est la recette depuis l'Antiquité. Le sulfate de fer, on peut le faire maison également avec des clous rouillés que vous laissez 3 semaines dans du vinaigre. Vous aurez un jus orangé et grâce à ça vous le mélangez avec votre gale broyée et vous aurez une encre pour écrire ou pour peindre. Et donc la particularité de cette encre, c'est que sur le moment elle va être un peu grise, un peu noire légère, et avec le temps elle va foncer de plus en plus. Donc c'est grâce à ça qu'on a des encres très durables. Voilà. Le petit reproche qu'on lui avait fait, c'était de grignoter les manuscrits. C'est à cause du fer en fait. Donc ça a laissé des trous dans les manuscrits. Et ça a tout de même tenu 1000 ans. Donc je pense que on peut dire que c'est quand même durable. La deuxième technique médiévale que j'apprécie beaucoup, c'est le verre d'iris. Donc aujourd'hui, je vous ai ramené un iris très particulier. Et si vous voulez, on peut aller voir un autre dans mon jardin. Donc, l'iris dont on a besoin, c'est de l'iris violet bleu. Et cet iris va donner une peinture verte qui est durable dans les manuscrits. Donc c'est toute la surprise de la peinture végétale et l'alchimie, on va dire. Donc on va aller en retour. Alors ici c'est mon potager. Je pourrais, là-bas on a des œillets d'Inde. Et les œillets d'Inde on peut l'utiliser en peinture. Mais après moi j'ai tout le jardin en plantes sauvages qui me servent à faire énormément de peinture. On a les feuilles des arbres aussi qui font des couleurs. Donc là-bas regardez, j'ai un mirobolant. Donc il donne des prunes en plus foncées. Les feuilles sont magnifiques. Donc ça c'est chargé en antiocyane. Donc ça on va pouvoir extraire des belles couleurs. Et la particularité des arbres fruitiers, c'est que souvent les pigments des fruits sont cachés dans les feuilles avant les fruits. Donc par exemple j'ai beaucoup de cerisiers. Les feuilles donnent du rose en peinture avant que les cerises arrivent et donnent du jaune une fois que les cerises sont apparues. Donc voilà, on peut retrouver énormément de pigments cachés dans les plantes. Oui, au fur et à mesure que les pigments sont cachés dans les plantes en fait. Donc il y a énormément de plantes, les flavonoïdes, qui sont cachés par la chlorophylle des plantes, des feuilles spécialement, des herbes. Donc en fait par la cuisson on va extraire ces pigments cachés. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de surprises souvent après une extraction en couleur végétale. Voilà. Il y a aussi une histoire de... Bon, alors là je vais continuer sur le verre d'iris. Donc cette fleur sublime était utilisée depuis le Moyen-Âge pour créer du verre. Alors à l'époque, ils utilisaient un mélange des fleurs écrasées, donc avec de la poudre d'alun qu'il faut pour à peu près toutes les recettes, pas toutes mais quasiment toutes.
Et en fait, on faisait un jus de cendre. Donc le jus de cendre avec la potasse transformait le violet en vert. Voilà, sur les parchemins, etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la potasse parce que dans nos papiers modernes, il y a du calcium qui va transformer aussi la couleur. Voilà. Après, ça peut aider quand même pour faire des couleurs un peu plus vives. Alors, je vous ai ramené... Alors, voilà le magnifique vert qu'on peut obtenir à partir de ces fleurs-ci. Voilà. Donc les fleurs qu'on a vues violettes là-bas tout à l'heure vont donner un vert comme ça, un peu fluo. Et du coup, avec celle-ci, on va avoir un vert beaucoup plus foncé. Voilà. Donc si vous voulez, je vous fais une démonstration de comment faire. Donc pour certaines recettes qui sont assez simples, il nous faudra un pilon. Notre belle iris, on va en fait découper ses pétales. Là, on voit vraiment que cette iris est très riche en anthocyane. La couleur est bien foncée, elle est velours. Et donc ça va nous donner une très belle couleur. Hop. Alors, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Hop. Et un soupçon de poudre d'Alain. J'avais une cuillère. Nous allons écraser nos pétales. Là, on peut voir l'ajout des couleurs qui sort. Et là, on pourra dire qu'on a déjà une belle couleur un peu violette et bleue, mais cette couleur, elle va pas être très belle sur le papier. Si on a un papier sans calcium, ça va pas être très très beau. Et c'est vraiment le verre en lui-même qui est durable. Et en fait, c'est le même principe pour toutes les familles d'anthocyane. C'est-à-dire que tout ce qui est anthocyane, c'est chou rouge, la betterave, etc. Ce sont des couleurs en fait qui vont être très sensibles au pH et qui vont aller avec le bicarbonate quand c'est basique dans le vert et plus dans le rose quand c'est acide. Voilà. Je vous ai ramené un autre exemple pour ça. Voilà, alors ça, on va le laisser souvent plutôt 4 heures. 4 heures pour que la couleur soit plus extraite avec l'Alain. Et après, on va peindre et on aura ces couleurs. Mais là, je peux tout de même faire un petit essai. Parce que vous allez pouvoir filmer et voir comme il va se transformer sur le papier, en fait, en direct sous vos yeux. Au début, c'est un beau bleu. Et là, il va falloir être un petit peu patient et ça va se transformer. Alors ici, on a la recette de l'encre gallique, là comme je vous avais montré. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait sur les feuilles de chêne. Vous avez les petits insectes qui piquent et qui créent ce coton-là. Ça, c'est la recette du jus de fer. Vous avez différentes recettes anciennes, mais celle que je vous ai transmise dans le livre est la plus simple pour moi. Voilà, celle que j'ai expliquée. Alors, il y a une partie dans le livre sur la conservation des peintures liquides, parce qu'on a une fausse idée comme quoi ça ne durerait pas dans le temps quand c'est en peau liquide comme ça. Certaines peintures, je les ai gardées 8 ans, plus de 8 ans. Donc il y en a qui se transforment, il y en a qui se gardent. En fait, c'est assez aléatoire. On voit que les jaunes se conservent très bien sur le papier, les flavonoïdes. Les anthocyanes, ils vont avoir tendance à se transformer sur le papier, mais en peau, ils vont plutôt bien se conserver. Donc voilà, c'est beaucoup de tests à faire, mais il y a beaucoup de peintures qui se conservent assez longtemps. J'ai montré des autres méthodes de conservation en les rendant sèches, en poudre. Voilà, c'est une façon aussi de les garder. Et là, je vous ai mis sur cette table différentes petites choses pour vous montrer qu'on pouvait faire des peintures solides en fait. Donc les peintures solides, c'est une méthode un peu plus longue. Il faut d'abord faire sa peinture liquide
Après ça, il faut rajouter des cristaux de soude, de la lin et attendre que les pigments tombent au fond du bocal. En fait, ça va les faire floquer. Après, il va falloir les filtrer et attendre plusieurs jours pour que la peinture soit sèche. On va la réduire en poudre. Donc c'est ça que vous avez un peu là. Plein de petites poudres comme ça. Et avec l'aide d'une molette, la molette, on va sur une plaque de verre mélanger ces poudres là avec de la gomme arabique adragante. Ici on peut rajouter de la gomme arabique et adragante, et un peu les deux, et donc on va créer une pâte comme ça qu'on va mettre dans différents petits récipients, et là il suffit de les réhumecter pour avoir une peinture. Voilà, donc ça c'est une méthode de conservation. Donc tout le principe de mon livre était de montrer qu'on peut faire des peintures quasiment gratuitement et avec tout ce qui vous entoure. Donc la poudre d'Alain, en fait, il va servir pour certaines plantes à les rendre plus lumineuses et accrocher mieux sur le papier, mais il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une peinture gratuitement en utilisant simplement les plantes que vous avez trouvées, les faire bouillir. Mais l'Alain, en fait, ça ne coûte pas cher du tout. Vous trouvez ça sur internet, en pharmacie. Donc c'est aussi ce qu'on utilise comme déodorant naturel, la poudre d'Alain. Et il suffit de quelques grammes pour que la peinture soit beaucoup plus lumineuse. Ça dépend de la période, je peux faire ça 2 heures par jour. Tout dépend. Ça peut être une journée entière ou quelques heures par jour. Voilà. Botaniste, on va dire par passion. Par passion. J'ai pas fait les études pour, mais ça fait 15 ans que je m'intéresse aux plantes. De base, je m'intéresse aux plantes sauvages, comestibles et médicinales. Toute l'histoire du livre a été que j'ai commencé à faire des essais à partir d'un livre pour les enfants que j'ai découvert il y a 10 ans, qui montrait simplement la betterave, le chou, les œillets, très peu de plantes, mais les méthodes. Et moi qui m'intéressais déjà aux plantes sauvages, je me suis mis à tester tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc j'ai eu beaucoup de surprises parce que je faisais des recherches sur la teinture naturelle, les couleurs que ça donnait, mais j'ai vite constaté que ce n'était pas les mêmes que sur le papier. Donc on a des couleurs complètement différentes. Et au bout de 5 ans, quand j'avais déjà 80 plantes testées, j'ai vu qu'il n'existait pas de livre sur ce sujet avec autant de plantes sur la peinture végétale. Donc c'est là que je me suis décidée à essayer d'être publiée. Et donc avec les éditions Terran, j'avais plus de 110 plantes et on a créé en plus chaque fiche de plantes botaniques. La couleur a déjà commencé à virer, donc là elle est plus entre le bleu et le vert. Et puis avec le temps, elle va devenir de plus en plus verte. Voilà. On peut aussi vous montrer une autre technique qui est assez rapide aussi, c'est d'ajouter en fait du bicarbonate de soude. Si j'ajoute du bicarbonate de soude, comme avec le chou rouge, ça va virer dans le vert. Et ça va donner un autre type de vert. Donc on va essayer de faire ça. Avec notre petit jus qu'on avait tout à l'heure, je vais en verser une partie là. Ajouter ici un peu de bicarbonate. Hop. Là on voit une réaction chimique. Hop. Très belle réaction. Et on va essayer sur le papier. Voilà. Donc là on voit que la couleur est similaire à l'autre qui a déjà séché, mais que d'ici une dizaine de minutes elle va virer vers un autre vert. Donc on va laisser ça. Qu'est-ce que je vous ai ramené ? Je vous ai ramené quelque chose de très simple qu'on peut tous faire à la cuisine, c'est-à-dire que j'ai mes betteraves rouges et je vais récupérer le jus de betterave en fait. Parce qu'en fait c'est le principe, c'est comme le chou rouge, on va garder le jus de cuisson et on peut faire sa peinture. Là je vous ai amené c'est des pots d'oignons jaunes, donc on récupère ces pots d'oignons. Un autre classique c'est les pots d'avocat, voilà. Et là regardez le jus, on a un joli jus de betterave. Donc ça c'est des couleurs instables, souvent elles vont pas rester forcément vifs comme ça. Donc pour les rendre plus vifs et les garder mieux, il faut rajouter du citron. C'est vraiment le citron qui va stabiliser. Donc je vais prendre mon pinceau. Hop. On
on va faire notre essai. Ça fait une très belle couleur, mais souvent elle va changer. Et pour qu'elle ne change pas trop, on va rajouter du citron. Là, c'est du citron. Là, on va voir que ça l'éclaircit. Mais en fait, ça va lui permettre surtout de garder cette jolie couleur. Voilà. Donc, je reviens à mon livre. Donc en fait, chaque chapitre est séparé par couleur. Donc là, vous avez le bleu. Donc vous voyez que chaque partie de bleu a une longue fiche sur une plante qui est, elle, plus durable. Donc ici, on a les bétroènes. Là, on a les violets. Les violets. On va avoir les sureaux noirs et yèbles qui vont faire des très belles couleurs durables. Les rouges, les roses, les oranges. Donc là, les oranges, il y a deux plantes. On a les dahlias oranges et l'oxalis pied de chèvre. Alors par ici, j'en trouve pas, j'en trouve surtout en Corse. Et cette couleur est absolument magique parce que c'est une fleur jaune qui va donner du orange. Et un orange fluo vraiment vibrant. Donc là, je vous ai ramené d'ailleurs l'illustration originale. Donc qui a plusieurs années et qui n'a pas bougé. Donc ça, c'est pour montrer que la peinture végétale a vraiment des couleurs très vibrantes et qui peuvent être aussi durables. Alors. C'est pas mal. Donc chaque partie a une illustration spécifique. Là, si j'arrive à vous montrer, il y a une plante que j'aime beaucoup qui s'appelle le millepertuis. Donc on le connaît pour faire des baumes, anti-soleil. Donc on peut faire son huile de millepertuis. Donc laissez les fleurs dans de l'huile et ça va vous donner un macérat rouge. Donc, et en peinture végétale, les couleurs sont complètement différentes. Donc on va pas avoir de rouge, on va avoir ou du jaune doré ou du vert fluo. Voilà. Et là, je l'ai à côté, la plante, elle n'est pas encore en fleurs, mais je vais vous la montrer. Voilà, vous pouvez voir la fiche. Vous voyez les illustrations, là toutes les couleurs sont seulement le millepertuis. Donc le millepertuis peut donner ces couleurs là. Je peux vous la montrer, elle est ici. Voilà. Donc elle n'a pas encore ses fleurs, mais on peut reconnaître sa tige et ses petites fleurs. Ça, c'en est une autre. C'est une autre plante. Et alors on va essayer de voir avec le soleil, c'est un peu délicat. Mais en fait, si vous voyez à travers le soleil, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, on peut voir qu'elle a plein de petits trous. C'est plein de micro-capsules là. C'est pour ça qu'elle s'appelle millepertuis, 1000 petits trous. Pertuis, ça voulait dire trou. Voilà, là on les voit. Donc c'est une plante qui a beaucoup de vertus et qui en peinture végétale est très efficace. Et aussi en teinture. Je vais y retourner voir la peinture.